Je pense que de toute façon, l'histoire nous amènera forcément une union des souverainistes. Alors, ce sera peut-être pas par une union des mouvements qu'on connaît là, ce sera peut-être une union par la base, ce sera peut-être, comme on a dit, il va y avoir un événement déclencheur extérieur qui va provoquer tout ça, mais c'est clair que l'histoire n'est pas écrite. Je viens faire de la poésie, façon Étienne de la Boétie. Pourquoi je dis ça? Car en vérité c'est la même logique, la même manière de faire tragique. Je t'explique comment ça s'applique en pratique. On a une classe dirigeante qui a renoncé à la France. Bonjour Olivier, alors est-ce que tu peux nous parler de ta fonction au sein de Génération Frexit? Alors, donc Olivier, donc ça fait Olivier Loisel, donc ça fait un moment depuis le Brexit, en fait, que je suis militant sur la cause du souverainisme en France, et donc en particulier pour retrouver notre souveraineté, donc pour se libérer de l'Union européenne, n'est-ce pas? Et donc j'ai rejoint Génération Frexit en 2020, et en fait depuis 2020 je m'occupe à peu près 2021, je m'occupe des réseaux sociaux, donc comme je suis très porté sur l'informatique, c'est ce qui m'a amené à avoir cette fonction, quoi. Mais alors, mais quelle est l'importance pour Génération Frexit des réseaux sociaux? Alors donc déjà la Génération Frexit a changé de nom donc là au mois d'avril, donc ça s'appelle Reprenons le contrôle, et on a une démarche maintenant un peu plus politique, engagée, où on va commencer à diffuser des solutions pour l'avenir. En quoi les réseaux sociaux sont importants, c'est essentiellement parce que on n'a pas forcément accès à des diffusions dans les grands médias. Donc on a des propositions politiques, on a parfois des manifestations sur le terrain qui sont organisées, on participe à des conférences, on organise des conférences. Ça n'a pourtant aucun relais dans les médias. Donc nous, si on veut toucher du monde, on passe par les réseaux sociaux. Et après, l'avantage aussi, c'est que l'information est directe. On la diffuse sans avoir une déformation par les médias, parce qu'on sait que les médias ont souvent une idéologie selon tel ou tel bord politique, donc ils vont pas forcément présenter les choses de la même manière. Bon, l'avantage des réseaux sociaux, c'est qu'on touche un large public, mais quand même restreint, parce qu'il faut quand même savoir utiliser les réseaux sociaux. Et l'information est non dénaturée, on va dire. On peut s'exprimer librement. Mais Après, après, on peut effectivement réfléchir à ce que c'est que la diffusion libre dans le cadre d'algorithmes qui vous enferment possiblement. C'est démontré même qu'ils vous enferment dans des bulles, parce qu'effectivement, on touche un public qui s'intéresse à nous. Essentiellement, on a du mal à toucher le public qui n'arrive pas à trouver ces idées-là. Parce que c'est vrai que on peut dire qu'on n'est pas trop nombreux parce que c'est pas trop conventionnel et qu'on n'est pas trop représenté dans les médias. Néanmoins, il y a tout un tas de gens qui auraient tout intérêt à nous découvrir. Mais est-ce qu'ils vont utiliser les réseaux sociaux? Ça, c'est une autre question. Est-ce que vous arrivez sur Twitter à vraiment faire passer des messages plus qu'ailleurs? Je pense que Twitter, c'est l'endroit quand même là où il y a le plus de gens politisés. Parce que tu n'as qu'à essayer de créer un compte, on va dire lambda, un compte, je sais pas, tu te fais passer pour un jeune de 18 ans qui s'intéresse au sport, à la musique, tu vas vite tomber sur des choses qui sont plus politiques, même si t'as pas mis ça dans tes centres d'intérêt. J'ai fait l'essai quelques fois et on arrive quand même à retomber sur des choses qu'on va dire non conventionnelles ou subversives ou anti-système, ou je sais pas comment on pourrait les appeler, mais voilà, on arrive à tomber sur des idées un peu différentes, un peu iconoclastes, des analyses différentes. Donc, est-ce qu'on arrive néanmoins à toucher un public différent d'une autre? Oui, je pense que oui. Après, il faut que les gens interagissent aussi. On voit qu'il y a quand même des posts. Enfin, je vois, si tu prends notre ami commun, Philippe Comte, qui a dû recréer plusieurs fois
ses comptes Twitter parce il se fait canarder et désactiver ses comptes. Il arrive quand même avec des abonnés de moins en moins nombreux à faire des posts toujours aussi vus. Donc, je sais pas comment l'algorithme fonctionne, mais il y a, on a un certain, il y a des militants, si vous voulez, si tu veux, et, ils n'ont pas forcément beaucoup d'abonnés, ça n'empêche pas de faire des vues et de toucher du monde, quoi. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant, je trouve. Alors, est-ce que le nombre de vues est pertinent? Parce que quand on voit les gens utiliser les réseaux sociaux, des gens qui vont vite, des gens qui vont pas vite, ça tout dépend. Donc, les vues, c'est comme les vues sur YouTube, ça pose question. Est-ce que c'est vraiment des gens qui ont cliqué, qui ont lu, qui se sont renseignés, ou est-ce que c'est juste le passage devant les yeux, quoi? Alors, Question. justement, j'ai vu que tu n'étais sur Twitter, tu n'étais pas certifié. Donc ça, c'est quand même un problème, parce que sur Twitter, ils mettent en avant ceux qui payent. Oui, j'ai vu ça il y a pas longtemps, en fait. Je sais pas trop. Je croyais que la certification, depuis 2 ans, je pense, ça donnait le droit d'écrire des textes plus longs dans un seul tweet, des options de mise en forme, et puis des vidéos plus longues, et éventuellement télécharger les vidéos des autres comptes. Mais je savais pas que ça te poussait en avant au niveau des algorithmes aussi. Mais en dehors de Twitter, tu utilises quel autre réseau social? Alors, on utilise un maximum de grands réseaux, on va dire, tout ce qui est Facebook, Instagram. Parce que historiquement, en fait, historiquement, on est plutôt, quoi, j'ai 45 ans, Mhm. on est plutôt des générations Facebook, Instagram, tout ça. Twitter, c'est plus parce qu'on peut interagir et interpeller des journalistes et des hommes politiques, puisque eux aussi utilisent leur compte. Alors, c'est peut-être pas forcément eux derrière, mais généralement pour les journalistes, c'est quand même eux derrière. Et parfois, on a des échanges, donc c'est intéressant. Sur Facebook, non, on a que des gens, des citoyens, voilà, y a pas de, on peut pas interagir avec les grands comptes d'hommes politiques et de journaux. C'est très très rare qu'il y ait des community managers qui interagissent avec les gens pour débattre. Après, sur Facebook, il y avait des choses intéressantes pour les groupes Facebook, où là, ça agrège pas mal de monde. Alors, ça a peut-être perdu un peu d'intérêt depuis les Gilets jaunes, parce que j'ai vu qu'il y a eu Meta a mis des restrictions, donc Meta qui gère Facebook a mis des restrictions sur les groupes. Enfin, il contrôle un peu plus de manière à éviter qu'il y ait des gens qui se rassemblent sur des idées et qui produisent des actions civiles derrière. Donc, mais ça existe toujours et je trouve que ça marche plutôt pas mal. Même si j'y suis un peu moins, puisque je suis plus sur Twitter maintenant, comme tu l'as dit. C'est là qu'on a l'information en direct la plus brute, la plus rapide, et qu'on a aussi Mais justement, dans le contre-propagande, souci... on va dire une contre-propagande intéressante. Sur Facebook, c'est juste de la diffusion, on va dire. Il y a d'autres réseaux qui sont Telegram, qui sont Threads, je crois que ça s'appelle, quelque chose qui doit être lié à Meta et Instagram. Threads, c'est plutôt Facebook, ils essaient de faire comme Instagram, enfin, c'est un peu... voilà. Mais il y a VK, le réseau social russe, la VK, mais ça c'est pareil, c'est pour de la diffusion en fait d'images, d'articles, de vidéos. Il y a pas d'interaction vraiment. Alors sur Facebook, il peut y avoir des gens qui nous contactent, qui nous écrivent et qui posent des questions. Là, je leur réponds aussi, ou je transmets aux personnes qui, enfin, qui ont le droit d'en connaître et qui, par exemple, pour des gens qui veulent militer, qui veulent adhérer ou rejoindre un département, etc. On peut transmettre les coordonnées. Les mails, parfois, c'est pas forcément utilisé. Aller sur le site, c'est pas forcément. Je connais pas la fréquentation du site, mais si on n'a pas un article qui mène sur le site, je sais pas si les gens y vont. De Quelque fait, part, c'est un peu, quelque part, c'est quand même finalement assez triste d'être que sur les réseaux sociaux, quoi. Je pense qu'après, il y a peut-être des options dans des journaux. D'ailleurs, on commence, hein,
On a été contacté par Tom Benoît, je ne sais pas si tu connais, Ça me dit rien, non. un auteur économiste qui passe sur France 5 de temps en temps, dans une émission économique. Et il a un journal qui s'appelle Géopolitique, je crois. On a écrit, on a fait passer, moi j'ai fait écrire Jean-Baptiste Villemur sur l'euro dedans, donc sur la fin de l'euro, et il y a Jacques Sapir qui y écrit, il y a d'autres personnes, anciens gouverneurs de la Banque de France, etc. Donc, c'est des magazines qu'on peut trouver dans les centres commerciaux, dans les librairies, dans les points de vente relais, etc. Donc ça commence à devenir intéressant, tous ces médias aussi alternatifs, papier. Alors je connais pas la diffusion, hein, peut-être 5000, 10 000, mais bon, c'est au moins autant qu'un petit post Twitter, quoi. Sachant que l'écrit, ça reste. On a des articles de fond que les gens peuvent garder ou prêter à leurs proches. Donc, je trouve ça intéressant. On met aussi en avant nos livres, hein. Moi, j'aime bien Moi, j'incite tout le monde, tous les militants sérieux à écrire des livres. On a eu Maxime Amblard qui a écrit un livre sur l'énergie, le nucléaire, etc., la souveraineté énergétique. Donc Jean-Baptiste Villemur sur l'euro, qui a repris les écrits de Vincent Brousseau pour les vulgariser. Et puis Charles-Henri, bien sûr, Charles-Henri Gallois, qui écrit un livre de temps en temps. Ça nous aide aussi à avoir des portes qui s'ouvrent au niveau des médias. Faut pas le nier. Donc c'est tout un travail. Alors quand tu parles médias d'ailleurs, c'était plutôt des médias provinciaux ou des médias nationaux? Non, là, quand Charles-Henri sort un livre, il accède à des médias nationaux. Enfin, il a accédé à quoi? À CNews, la ligne droite, Radio Courtoisie, ce genre de Sud Radio. Pour les principaux, après, ça reste des médias alternatifs, type Putsch, QG, Média. Mais auprès des jeunes, les vidéos shorts, ça marche pas mal, hein. Moi, dès qu'il y a eu cette fonction sur YouTube, j'ai dit il faut qu'on se lance, mais c'était pas évident parce que c'est toujours mieux avec les sous-titres, mais ça demande un travail assez considérable. Même si depuis quelques mois, il y a quand même des applications ou des logiciels qui te font les sous-titres tout seuls, ça doit être payant, hein, mais voilà, il y a plein de choses qui bougent et les jeunes, ils aiment bien les shorts, alors sur TikTok bien sûr, et puis sur YouTube maintenant ils ont le même principe. Donc tu peux produire des vidéos qui sont un peu longues, mais il faut savoir les morceler pour les diffuser. Et ça, j'ai vu, tout le monde s'y met, là, avec la campagne des européennes, tout le monde y est passé. Maintenant, est-ce que ça va capter un flux d'un jeune qui s'intéresse qu'à la danse et qu'aux jeux vidéo? C'est pas sûr. Je sais pas trop comment on fait pour, entre guillemets, toucher des gens qui votent et des gens qui devraient voter aussi, parce que c'est tout le problème de l'abstention aussi derrière. C'est que tu dis il faut toucher les médias de masse, mais les médias de masse, ils sont quand même en chute libre. Enfin, chute libre. Ils sont de moins en moins suivis quand même au fil des années, et il y a de plus en plus de gens qui s'informent sur Internet. Où ils vont, je sais pas trop. Peut-être qu'ils vont voir les mêmes médias, mais sur Internet, ça, je sais pas. Et peut-être qu'ils vont voir plus de médias alternatifs. Alors, c'est peut-être une fausse idée que je me fais, mais j'ai l'impression que ceux qui votent, ce sont ceux qui regardent les grands médias. J'ai l'impression que les autres sont tellement dégoûtés, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils vont sur les réseaux sociaux, mais ils ne votent plus non plus, quoi. Voilà. Ils ont peut-être des bonnes informations, et ça ne les convainc pas d'aller voter. Est-ce que tu as une stratégie éditoriale particulière? Je dirais, nous, ce qu'on veut faire, c'est éviter ce qu'on a connu dans d'autres mouvements, c'est-à-dire d'être agressif et d'être sectaire, on va dire. Donc, nous, c'est de la communication, somme toute, la plus claire possible, et sans rentrer dans un moule prédéfini, mais sans être trop méchant envers, du moins envers les gens avec qui on est susceptible de travailler plus tard.
parce que envers les gens qui sont pas d'accord avec nous, qui sont dans la propagande et qui sont pas dans l'analyse, on le voit, tous ceux qui défendent l'Europe déjà disent Europe au lieu d'Union européenne et sont dans des rêves, dans des choses. Croyons en l'Europe, croyons en l'euro. Enfin, il y a rien de factuel dedans. Donc voilà, on essaye d'être factuel, c'est ça. On se base beaucoup sur les analyses économiques qui sont les nôtres, hein, c'est-à-dire on analyse les chiffres, on sort, voilà. Effectivement, non, l'euro n'a pas profité à la France. Il y a eu une désindustrialisation derrière. Il y a des problèmes de taux de change fixe entre les monnaies qui font que, voilà, on peut pas dévaluer comme si on était souverain. Donc, on ne décide plus de telle et telle politique. On n'est pas dans le rêve. Donc, c'est un peu contrer la propagande classique par des éléments factuels. Et c'est ça l'idée qui permet de briser le réflexe pavlovien, si tu veux, qu'on constate tous quand on parle d'Europe et de Frexit. Oh là là, il y a quelque chose il y a un réflexe des gens qui est de recul. Mais si on leur montre les faits, c'est un petit peu différent. Il y a une capacité d'analyse qui s'ouvre, ah oui, on va peut-être regarder, c'est vrai que vous avez peut-être raison, il y a ça qui va pas. Mais ça, c'est surtout ce que tu ressens quand tu es sur le terrain. Sur les médias, moi j'ai l'impression que pas le fait d'être factuel qui va te faire remporter une victoire sur ceux qui ont des croyances. Parce qu'on sait très bien que les croyances sont toujours plus fortes que les faits. Le factuel, c'était quand on était sur le terrain qu'on avait la personne directement en face. Dans la mesure où on pouvait finalement un petit peu plus contre-argumenter si elle te sortait quelque chose qui était de l'ordre de la croyance. Les réseaux sociaux, quelque part, renforcent l'isolement des personnes et les font rester sur leur position. Dans l'espèce Twitter, c'est peut-être un peu plus je dirais, facile. Oui, parce qu'il y a une interaction vocale. Alors, je voulais justement, comme il y a beaucoup de désinformation et de fake news sur les médias mainstream et les réseaux sociaux, toi, quelles sont tes sources d'informations que tu considères comme fiables et donc privilégiées ? Il faut croiser ces sources. Donc, il y a les grands médias, tu cherches sur Internet, en général, c'est très rapide, hein. Moi, j'ai aucune difficulté à trouver des sources. Nous, ce qu'on dit, c'est pas révolutionnaire. Moi, j'avais comme source fiable depuis longtemps, bien avant que j'étais d'être militant. J'étais tombé sur le site Les Crises, je sais pas, d'Olivier Berruyer, qui m'a toujours semblé. Lucide, hein, pour la chaîne. Voilà, il a créé Lucide après. Il a créé Lucide. Il reçoit des gens. D'ailleurs, j'ai le livre de Jean-Baptiste Fressoz que je dois lire encore. Voilà, sur la transition énergétique qui n'arrivera pas. Donc il y a ce média-là. Après, il y a. Mais sur l'actualité en temps réel, je dirais, bon, toi, c'est surtout Twitter. Oui, c'est Twitter. Après, c'est Twitter. Il y a des choses. Comment dire ? On a déjà appris à faire la part des choses depuis ces années de militantisme. Donc, on sait qu'il y a certains sujets où il faut apporter la contradiction. On trouve des sources multiples, même dans les grands médias. Comme on critique souvent les grands médias, dans les grands médias, ils vont te parler que l'Union européenne c'est bien 80% du temps, et 20% du temps, il y a quand même des articles critiques. Donc, voilà, il suffit parfois de mettre en avant cette partie infime d'articles qui t'apportent à toi une crédibilité parce qu'ils sortent de grands médias, mais qui sont quand même critiques et factuels. Il y a des tribunes aussi, hein, souvent sur le Figaro ou la tribune, ouais, des tribunes de gens qui s'expriment et qui disent des choses pas idiotes. Alors c'est pas des faits, c'est pas forcément du factuel, mais on a le site OPEX, je sais pas si tu vois sur Twitter, qui s'intéresse aux opérations extérieures, enfin tout ce qui est défense, armée, etc. Tu connais comme moi Sud Radio, qui valait surtout par la présence de, comment il s'appelle, André Berkoff, hein, parce que justement il donnait la parole à beaucoup plus de monde. Hein. Oui. Et moi j'ai l'impression qu'ils ont dû leur survie uniquement à la venue de M. Bourdin. Sud Radio continue d'émettre, l'Arcom leur continue de leur donner leur accréditation. Mais par contre, vous mettez M. Bourdin au même niveau que M. Berkoff pour faire la contrepartie.
Il y a déjà tant de médias qui sont euro-atlantistes. Pourquoi ces radios s'embarrassent encore d'un journaliste qui va être de toute façon sur la même longueur d'onde que la Doxa, quoi. Ouais, Il y ouais. a une très très grosse pression sur les médias mainstream, enfin en tout cas d'importance, pour qu'ils soient dans la bonne ligne de conduite, hein. Sinon, il y a risque de fermeture pour eux, hein. Par le rapport de Mm. Russia Today, hein, donc, qui a été carrément fermé pour des raisons politiques, donc de censure. Voilà, donc les journalistes de Russia Today soit ils ont créé d'autres médias, soit ils sont sur Twitter, ils ont créé d'autres médias qui sont pas visibles, hein, à part des gens qui s'y connaissent, mais ils arrivent à avoir des accréditations pour poser des questions au porte-parole du gouvernement, mais des fois ils n'arrivent pas à les avoir. C'est qu'il y avait un journaliste qui avait perdu son accréditation à l'Élysée parce qu'il avait posé la Ouais, question, est-ce que Nord Stream, c'était pas un coup des services secrets américains? ouais. Et donc, de fait, voilà, on l'avait traité de complotiste et tout. Or, on vient d'apprendre qu'à l'ONU, je ne sais plus quelle personne, a déclaré qu'effectivement, les Américains étaient derrière Nord Stream. Bon, donc on verra si cette personne retrouve son accréditation. À mon avis, non. Là où il y a le plus de désinformation et de propagande, c'est tout ce qui touche à la guerre. Donc ça, on le sait, c'est pas nouveau, c'est depuis la nuit des temps que la guerre, il y a son lot de propagande et de contre-propagande. Donc la France a choisi le camp, entre parenthèses, des Américains, et donc tous les médias sont alignés sur la propagande euro-atlantiste. Quelles sont, toi, tes sources d'informations pour savoir ce qui se passe en Russie? Réellement, enfin en Russie, en tout cas sur le conflit ukrainien. Ouais, moi je suis sur Twitter, je suivais Hervé Carès. Il y a pas mal de comptes qui sont intéressants sur Twitter. Je pourrais pas les citer. J'avais créé une liste. Ces comptes-là, ils reprennent les comptes ukrainiens, les comptes russes. Tu peux comparer, tu peux voir les choses. Et il y a aussi, je regarde les vidéos de ce que j'aime bien, de Régis de Castelnau, Ouais. La plupart des dirigeants européens, Macron compris, sont tous des young leaders de la French American Foundation. Cette officine Atlantis, comme beaucoup d'autres, utilise son réseau d'influence pour promouvoir ses poulains politiques. Alors que les médias complotistes s'inquiètent de l'influence russe dans les élections françaises, aucun ne dénonce cette influence US dans notre politique. Cette ingérence étrangère made in US est-elle suffisamment remontée dans les médias indépendants? Ouais, En non, je trouve gros, pas. hein? Parce que moi, je vois très peu de personnes, même sur les réseaux sociaux, qui font remonter l'ingérence Ouais, américaine, ou en tout cas euro-atlantiste, dans les élections, françaises, entre autres. ouais, bien sûr, non, mais nous on le fait, ça c'est un truc que je fais, moi j'aime bien, ça me fait rire. Mais effectivement, il y a deux poids deux mesures là-dessus, ça c'est. Même dans les mouvements, bon, à part bien sûr UPR et aussi, comment il s'appelle, bien sûr, Kosmanovic, hein, Kosmanovic qui le met un peu moins, il tape un peu moins sur les néoconservateurs. Tu as vu le rapport qu'il y a eu suite à une commission parlementaire là, qui a mis en avant dans les médias que Marine Le Pen était soutenue par Poutine, etc. Mais en fait, il y avait d'autres choses dans le rapport. Il y a eu François Fillon et je sais plus qui a témoigné que quand ils étaient au pouvoir, c'est surtout les Américains qui mettaient la pression. Pour ma part, je pense qu'il a été torpillé parce que justement, il n'avait pas une position pro-américaine et assez anti-russe pour anticiper finalement ce qui allait se passer en Ukraine, parce que c'était prévu de longtemps, hein, ce qui se passe en Ukraine. Il aurait fait respecter davantage, en tout cas tenté de faire respecter davantage les accords de Minsk s'il avait été élu président. Du côté génération Frexit, c'est quelque chose que vous martelez, là, cette ingérence étrangère des néocons, des Bien néoconservateurs? sûr, mais après, on martèle une fois de temps en temps quand c'est possible, mais effectivement, quoi, vu la masse de désinformation, c'est impossible d'être partout. C'est ça surtout, c'est le déferlement de propagande qui est dingue. Et tu es spécialiste dans les réseaux sociaux, est-ce que tu es en contact avec d'autres spécialistes, mais de d'autres mouvements politiques? Non, je pense on doit se suivre sans se connaître. Ouais, il y avait un projet qu'on avait en tête de créer une plateforme commune pour mettre en lien toutes nos productions, en fin de compte. Mhm. Et en même temps, on a des particularités différentes. Peut-être que c'est bien de garder aussi ces différences. Là où il faut frapper ensemble du même coup, c'est sur le fondamental, enfin le fondamental,
sur le référendum, où on veut que nous, ce soit le point central de réunion des souverainistes. Donc, il faut qu'on reste centré là-dessus. Après, sur dénoncer les ingérences, oui, ça, c'est. Alors, est-ce qu'on va se mettre d'accord pour tous le même jour lancer une campagne? Ça n'est pas été fait. L'UE ne cache plus son totalitarisme. Quelles sont tes solutions de repli si la Commission de Bruxelles continue de censurer les opposants à son idéologie? As-tu anticipé une fermeture de Twitter, par exemple, dans les pays contrôlés par l'UE? Il n'y a pas de solution de repli pour remplacer Twitter. On va se retrouver sur un autre réseau. Si, comme je te dis, on est sur d'autres, on est sur toutes les plateformes. Après, elles apportent pas tous les mêmes Oui, avantages. Et voilà. Ils vont les fermer aussi. Est-ce que tu as Oui, regardé du côté de ce qu'on appelle le web décentralisé? Non, tu n'as pas trop regardé encore ça. Non. J'avais essayé les réseaux comme Mastodonte, ou Mastodon, je sais plus, qui sont basés un peu sur pas de la blockchain, mais quelque chose d'un peu équivalent. Et comme il n'y a personne, on touche vraiment personne. Twitter, bon, je sais pas ce qui ça va devenir, parce ça appartient à Elon Musk, qui fait un peu ce qu'il veut, ce qu'il va. Il n'a pas l'air d'accepter la censure, donc pour l'instant, je dirais, on est un petit peu protégé par cette personne. Sur YouTube, là, on voit que c'est quand même un outil de diffusion de masse des vidéos. Enfin, moi, YouTube, ça a remplacé un petit peu ma télévision. Donc, pour avoir de fait, toi, tu l'information. ne communiques pas sur YouTube. Ça, sur Mais je YouTube, suis très très mauvais à l'oral, donc je communique pas. il y a beaucoup de YouTubeurs qui au début étaient mauvais, qui maintenant sont des stars de YouTube. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Mais il faut voir ce qu'on en fait derrière. Mais là, sur YouTube, il y a là, vraiment une censure qui commence à s'accentuer. J'ai vu certaines vidéos qui sont sorties là, soit de Castelnau, soit d'autres. Ils se sont fait désactiver leurs commentaires. Bon, alors est-ce que c'est très important les commentaires? Est-ce que bon, l'important c'est de diffuser. Mais bientôt, ce sera des vidéos clôturées, des chaînes fermées. Tu le vois avec Stratpol. Il y a eu déjà des chaînes justement sur tout ce qui était relatif à la guerre en Ukraine. Il y a eu des vidéos. Donc j'ai été voir sur le site Génération Frexit. J'ai vu que tu avais ouvert d'autres sites internet. Quels sont les buts de ces différents sites? Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu as le site Génération Frexit et puis tu as un autre site maintenant qu'on Non, parce que comme on a changé de nom, Génération Frexit, il est redirigé sur Reprendre le contrôle, mais il n'y a pas de... Ah, c'est la même chose. Donc vous avez abandonné Génération Frexit et maintenant ça s'appelle Reprenons le contrôle. Ok, d'accord. Ouais, c'est ça. Vous avez diversifié votre communication. Les articles en générationfrexit.fr, ils sont juste redirigés sur la nouvelle URL, quoi. Ils existent encore. Est-ce que c'est parce que le mot Génération Frexit n'était plus bon? En quelque sorte, on peut dire ça. C'est-à-dire que ça plaisait pas forcément à tout le monde. Effectivement, le mot Frexit, on sait qu'on est pour le Frexit, hein, donc d'un certain côté, on n'était pas à le crier sur tous les toits tout le temps parce que ça faisait partie de notre nom. Mais maintenant, l'idée, c'est aussi de dire bon, le Frexit, c'est pas la panacée, hein, c'est qu'un moyen. On ne sait pas trop comment on va l'obtenir. Ce ne sera pas par la présidentielle, forcément. Nous, on exige un référendum sur l'appartenance à l'UE. Voilà, il y a plusieurs moyens d'y parvenir. Donc, on s'est dit, écoute, voilà, le Frexit, il y en a certains qui en parlent très bien, il y en a d'autres qui en parlent à leur manière, et il y en a d'autres qui en parlent pas du tout, on sait pas trop Ils sont souverainistes, mais ils parlent pas trop ni de Frexit, ni de retrouver sa monnaie nationale, ni même parfois du référendum, mais ils sont considérés comme souverainistes. Nous, on est un peu entre tout le monde, on va proposer des solutions. Reprenons le contrôle, c'est reprendre le contrôle sur tous les sujets. C'est pas que sur l'agriculture, l'énergie, etc. C'est sur tous les sujets. Et on va proposer des choses. L'idée, c'est ça, c'est effectivement, et pour reprendre le contrôle, il n'y a pas 36 solutions. Pour avoir un programme cohérent qui corresponde à ce que veulent les Français, mais ce ne sera pas en restant dans le cadre de l'UE, de l'euro et de l'OTAN. Ça, c'est certain. Donc nous, sur la triple sortie, comme on peut l'entendre parfois, on est toujours d'accord. Maintenant, c'est sur la façon de présenter les choses que ça va différer.
On a fait tout un travail depuis 2020 hein, sur le Frexit, voilà. Pendant la présidentielle, on a analysé les programmes, on a fait des publications diverses et variées sur pas mal de sujets. Et maintenant, comme on a des gens qui sortent des livres sur les sujets, je pense, mettre l'accent là-dessus et développer plus sur l'éducation, par exemple. On n'a pas encore assez parlé de ce sujet-là. Mais donc vous considérez maintenant comme un véritable parti politique, enfin un mouvement politique. Qu'est-ce qui va vous distinguer d'autres mouvements par rapport à ta perception que tu as des autres mouvements et dans ce que tu fais? Qu'est-ce qui va te distinguer d'un mouvement comme l'UPR ou même la Patriote ou même République Souveraine ou je sais pas, reprendre le contrôle? Parce que les autres ne veulent pas reprendre le contrôle Si, mais ce qu'on peut éventuellement dire, c'est qu'on a une pluralité d'intervenants, alors que quand tu regardes l'UPR, les Patriotes et République Souveraine, bah, c'est 3 personnes, on ne voit pas les autres personnes. Ouais, c'est ça personne. que j'essaie de faire aussi avec notre réseau sur Twitter ou ailleurs, c'est que je diffuse les informations de tout le monde, les constats de tout le monde, même de n'importe qui sur Internet, des simples citoyens qui font un commentaire sous une tête de liste macroniste, qui sont retweetés parce qu'ils sont finalement aussi intéressants que ce que nous on peut produire. Donc, et qui vont dans l'autre sens. Pour montrer qu'effectivement, ben, il y a tout un peuple derrière, il n'y a pas qu'une tête de liste, Charles-Henri Gallois, voilà, nous, on n'est pas élitiste hein, dans l'idée. Donc, c'est pas pour autant qu'il faut ne pas avoir des gens compétents pour Oui, oui. diriger un État. Mais quand tu vois bah, les productions qui sont faites peut-être pas enfin si, même sur le site, sur les réseaux sociaux, tout, on diffuse une quantité, une diversité de choses que les autres n'ont pas. Si tu vas voir ce que font les autres, eh ben, ça va être D'accord. Philippot. Philippot, il met en avant ses militants quand même, c'est-à-dire des gens qui sont sur le terrain, qui font de l'affichage, etc., qui se bougent, mais il n'y a pas d'analyse politique différente ou Après, spécialisée. Tu vois, après on sait. il a pas un spécialiste du notariat ou un spécialiste des questions économiques. Non, il y a que ses productions. Asselineau, bah, c'est encore pire, il n'y a que du Asselineau. Et chez République Souveraine, tu peux avoir il y a Diane Lagrange, hein, qu'on connaît, puisqu'elle avait été aussi avec nous à l'UPR. Il y a José, je sais plus, Pedro Gones, qui est spécialisé un peu sur l'informatique, les réseaux sociaux, tout un tas de sujets, des élections. Donc il participe aux élections, donc c'est très bien. Et il met en avant quand même des personnalités, parce qu'il fait un peu comme Asselineau, faut le dire. D'accord. C'est un peu de l'UPR en version accélérée, ce qu'il fait. Mais donc il reçoit des économistes, des auteurs, des, Alors, des anciens responsables du renseignement, enfin tout un tas de gens très ouais, très. je sais bien. Non, elles sont très bien faites ces vidéos, ça il n'y a pas de souci. Mais dans sa manière de communiquer, c'est aussi très fermé. Donc, Et toi, de ton point de vue, qu'est-ce que tu aurais besoin pour pouvoir aller encore plus loin et faire encore mieux? qu'on soit plus nombreux, que j'ai peut-être une équipe, parce qu'il n'y a pas, voilà, on n'est pas très nombreux. Il y a ceux qui produisent des visuels, ceux qui ont les idées aussi, il y a ceux qui peuvent parler. Bon, c'est évidemment Charles-Henri Gallois et d'autres. Je ne sais pas si tu as vu aussi les vidéos qu'on fait qui s'appellent Table ouverte, où Gilles s'occupe du montage, de la captation. Et donc, Mais oui, ça, il me semble que mais de toute façon, tu les passes sur Twitter quand elles sortent. oui, tout à fait, ça sort sur Ouais, YouTube. donc Hein, j'ai voilà. dû les voir, oui, bien sûr. Et là, tu vois nos militants, tu vois Jean-Baptiste Villemur qui fait l'animateur, hein, qui reçoit des personnes différentes à chaque fois, mais qui sont généralement nos militants. On avait un autre type d'émission, podcast, Le Premier Cercle, où là, on recevait aussi en version audio des personnalités, notamment les signataires de la pétition référendum-ue.org.
Donc il y a une diversité de choses. Et donc effectivement, si on était, en tout cas sur les réseaux sociaux, c'est pas évident, on doit être une petite dizaine en tout, hein. Donc tu vois, tout ce que tu m'as dit sur la veille, numérique, sur, les possibilités de contrer une coupure à Twitter et autres, moi j'ai pas le temps de faire de la veille, à la fois sur l'information, sur la Non, parce contre-propagande, que mais, mais peut-être un jour. par rapport aux autres partis, entre parenthèses, souverainistes, de mettre tout le monde comme ça autour d'une table pour essayer de travailler tous dans le même sens. Mais est-ce que tu as vu concrètement des choses avancer à ce niveau-là? Ou est-ce que les lignes restent quand même bien figées avec la République souveraine d'un côté, l'UPR de l'autre, les patriotes de l'autre? Est-ce que tu vois un petit peu les choses bouger pour que les gens acceptent de travailler un petit peu plus en communauté d'intérêt? Dans l'état actuel des choses, je sais pas, je dirais qu'on est dans un entre-deux. Il y a des pas en avant, des pas en arrière, on sait pas trop. Donc moi, je suis pas dans les négociations, hein, je constate les résultats parfois. On fait ce qu'on Non, mais je peut, on parle. rapproche les militants, on rapproche la base, ça, Mais oui, mais c'est ça, les c'est dans ce militants de sens-là. base. Ouais, ouais, non, mais voilà. Dans les départements, les régions, ils se réunissent, ils se parlent, pas dans toutes les régions, mais là où il y a du militantisme, en tout cas, ça bouge. C'est toujours positif. Alors, Côté UPR, c'est difficile. Enfin, en tout cas, nous, en Aquitaine, je sais pas encore qui y a. Il y a forcément du monde puisqu'ils ils organisent des collages et Asselineau va venir faire un tour à Bordeaux. Donc, voilà. Il y a forcément du monde, mais ils ne prennent pas contact avec nous et avec d'autres. Sinon, on était avec les gens de DLF, de Cheminade, de France Souveraine qui a éclaté en deux morceaux, mais ah tiens, il y a des gens de France Souveraine. Il d'accord. y a, ouais, et des patriotes. Et il y a aussi Et, pas et- mal de gens, alors ça c'est peut-être spécialement en Gironde, mais il y a pas mal de gens issus de la crise Covid qui sont, tu sais, bon sens ou vérité, je sais pas quoi, là, vérité et liberté ou des choses comme ça, Mhm. qui sont contre les mesures liberticides qu'on a subies pendant la crise Covid, Ouais, d'accord. globalement. Y a-t-il un mouvement avec lequel vous sentez le plus de points communs? De points communs. Enfin, Euh, dans cette volonté d'ouverture. Ah ben, si tu as bien lu le dernier communiqué qu'on a publié, c'est Philippot qui reste dans une démarche d'ouverture. Alors, c'est peut-être plus simple parce que avec Charles-Henri, je pense que le contact passe bien, mais ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, enfin, on Hmm. participe à des manifestations, des choses comme ça, mais après c'est ça que les autres n'arrivent pas à comprendre, c'est qu'on a des points de vue programmatiques qui sont différents quand même. Et le seul point de ralliement, c'est le référendum. C'est ça qui doit être le point de ralliement. Quand on dit aux autres de se regrouper, de partir ensemble à des élections législatives ou autres, c'est pas de modifier les programmes. On s'est mis d'accord sur les référendums et chacun garde son programme. On se met Hmm. d'accord pour se répartir des circonscriptions ou un budget parce qu'une élection ça coûte cher. Voilà. Bon, ça n'a pas pu être fait non plus pour les européennes. Ça avait été fait avec DLF, les Patriotes, euh, pour les législatives 2022. Pour les européennes, ça n'a pas pu être fait. Et si tu as bien vu, Cheminade ne fait rien non plus. Par contre, on travaille beaucoup en local avec tous les mouvements. Enfin, ceux qui sont représentés là où les militants aussi sont actifs, hein. Donc, au niveau de la base, Et, les gens sont d'accord, on arrive à s'entendre, on ne se traite pas d'extrême droite et d'extrême gauche, au contraire, on sait qu'on a un intérêt à pouvoir tous frapper en même temps du même point s'il y a besoin. vous assumez maintenant l'État un mouvement politique. Mm. Vous vous positionnez comment? Comme on s'était allié à DLF et les Patriotes, forcément, on avait été mis souverainiste de droite, un truc comme ça. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? On a des gens de gauche, des gens de droite, et on aura un programme qui correspond, je pense, à des choses
c'est l'inverse de la Macronie, donc c'est ni de gauche ni de droite, mais c'est souverainiste. Donc ils Bah ont oui. qu'à mettre une étiquette anti-Macronie, ça ira très bien. Il y a des Les gens ne trucs. savent plus ce que c'est d'être de gauche, de droite. Les gens ont perdu complètement leurs repères. Et Mais donc, de oui, fait, mais voilà, on sait très bien qu'il y a beaucoup de gens de gauche qui votent Front National, enfin Rassemblement National, de parce fait, que ils voient que la fibre sociale est plus là qu'ailleurs, que dans le néolibéralisme. quelles sont vos relations avec, entre parenthèses, le parti qui a le plus l'étiquette de gauche du parti souverainiste, à savoir République souveraine? Bah, on a des relations cordiales, mais à peu près sans plus, parce qu'il est très difficile d'avoir un dialogue. Alors moi, ça dépend. Sur les réseaux sociaux, on a parfois des surprises, mais on sait qu'on est proche. Enfin, en tout cas, Philippe, moi, et on a des discussions. Bon, après, c'est à dire, c'est du détail, mais sur notre slogan, voilà, ils avaient utilisé notre slogan. On a bataillé un peu là-dessus. Il y a des histoires, mais bon, tout ça, Quel slogan? Ben, reprenons le contrôle. On avait ce Ah, slogan, ils l'avaient mis sur leurs d'accord. affiches. Alors, il y a une petite. Bah, c'est pas grave. Non, non, c'est Pourquoi pas c'est... grave. Bah, au C'est pas contraire, c'est un grave. slogan qui est porté par plus de personnes. C'est très bien. C'est ça, c'est voilà. Donc, mais bon, si tu veux Bah, le je vois pas où le défendre, problème. Bon, bon, moi, tu sais, je vois rarement les problèmes oui, quand il s'agit de faire front, mais bon. voilà, non, mais voilà, c'est ça. C'est pour les européennes, nous le peuple, ils ont trouvé une nouvelle ligne directrice. Là, ils ont lancé une pétition. Enfin, je sais pas si c'est République souveraine, mais il y a une pétition qui a été lancée. Ce que je te disais au début, contre le fédéralisme par un référendum qui s'appelle référendum UE 2024.fr. Donc, faudra pas confondre avec notre pétition, c'est pas la même. Nous, c'est Mhm. sur l'appartenance, donc là, il n'y a pas de mystère, mais un référendum sur le fédéralisme qui risque de déboucher sur une trahison. Bon, après, ça vaut ce que ça vaut. Plus il y a de gens qui signeront, mieux ce sera. Mais je pense qu'on a des bonnes relations, mais en même temps, il faut qu'ils fassent leur chemin de mouvement. Ils sont, comme je disais tout à l'heure, dans une phase UPR accélérée. Et puis c'est très bien. Et puis quand ils arriveront au bout, ben, peut-être qu'on pourra trouver un autre terrain d'entente. Nous, on a déjà vécu ça, donc on les laisse travailler là-dessus. On va voir ce que ça donne par la suite. Est-ce qu'ils vont avoir l'opportunité de faire vraiment cette liste, nous, le peuple? J'espère pour eux, mais ça va être de l'argent un peu perdu, quoi. Par rapport aux prochaines élections européennes, vous avez des gens de votre mouvement qui sont sur une liste. Non, non, on n'aura personne D'accord. sur les listes. C'était un Euh, choix assumé ou c'est parce que vous n'avez pas fait, vous avez pas... non, mais parce que c'est des accords en fait internes entre les partis et il faut généralement quand même participer au financement de la campagne à proportion. Ah, ok. Donc ça coûte assez cher. Donc au final, nous en fait, on veut aller sur des listes comme ça où c'est une liste unitaire. Bah, s'il y a une diversité de mouvements représentés. Or, il n'y avait pas assez de diversité. Charles-Henri n'a pas voulu y aller essentiellement pour ça, parce qu'il n'y avait pas de mouvement Mhm. plus à gauche. Donc, on a décidé de soutenir ceux qui étaient les plus ouverts à la discussion et avec qui on a déjà travaillé et D'accord. avec qui on a assez confiance. Donc, on a vu que, comment s'appelle, Jean-Frédéric Poisson du mouvement VIA s'était rallié aussi. Il a fait un petit peu tirer un trait sur l'Union européenne. Donc là, il s'exprime clairement. Moi, je trouve qu'il parle très bien. Il va peut-être attirer des nouvelles personnes, même si c'est pas forcément moi mon cœur de bataille, mais je Mhm. trouve que c'est une bonne personne de ce que j'ai entendu. Voilà, chacun après dans l'isoloir votera ce qu'il veut. Nous, en tant que mouvement, on soutient cette liste Patriote VIA. C'est regrettable que Dupont-Aignan n'ait pas soutenu cette liste. Il l'a pas encore fait. Peut-être qu'il va le faire plus tard. Je pense que de toute façon, l'histoire nous amènera forcément une union des souverainistes. Alors, ce sera peut-être pas par une union des mouvements qu'on connaît là. Ce sera peut-être une union par la base. Ce sera peut-être, comme on a dit, il va y avoir un événement déclencheur extérieur qui va provoquer tout ça. Mais
c'est clair que l'histoire n'est pas écrite. On accompagne un petit peu tous ces changements et il faut effectivement réinformer les gens, leur apprendre à chercher l'information. Et voilà, c'est un peu le but de cette émission, n'est-ce pas, Jacques? Tout à fait. Je te remercie, Olivier. Écoute, j'espère te revoir bientôt, peut-être avec plus de personnes, je verrai. Il faudrait que je refasse une Mais ce serait intéressant, en fait. Une fois qu'on a pris l'habitude, on se prend au jeu. Donc, je pense que c'est important que les militants soient mis en avant, dans la mesure où ce sont finalement les personnes qui font les partis politiques. En plus, voilà, on commence à être suivi, connu de certaines personnes et respecté aussi. Et je trouve que c'est important. Si on peut s'exprimer, c'est très bien. Je fais pas une grande différence entre En Marche et le régime de Vichy. Ma plume est acerbe aujourd'hui. Je viens faire de la poésie, façon Étienne de la Boétie. Pourquoi je dis ça? Car en vérité c'est la même logique, la même manière de faire tragique. Je t'explique comment ça s'applique en pratique. On a une classe dirigeante qui a renoncé à la France, qui la vend au plus offrant comme une offrande pour les puissants. Mais quelle offense, ouais, c'est pour ça qu'on s'enfonce. Ne sois pas étonné qu'ensuite on ait de la défiance, notamment envers les médias de masse et leur indécence. Leur appétence pour le pouvoir en place est atterrante, véritable porte-voix de la doxa ambiante. Des gens payés par tes impôts t'insultent, t'expliquent comment il faut que tu penses. Ces mêmes gouvernants ne tiennent plus le gouvernail. Tu penses qu'on navigue en eau trouble, mais on est tenu en tenaille par l'Union européenne, ces technocrates et ces chaînes, ces lobbyistes et ces chèques, tout ça c'est inscrit dans ses gènes. Demande pour voir à Walter Hallstein. Already. Ils sont donc soumis à un pouvoir étranger avec ses dogmes, ses normes qui sont en train de nous étrangler. Et ils n'aiment pas non plus la démocratie, sachant que la commission de l'UE est composée de non-élus. Et si t'es pas d'accord, ne le dis pas trop fort, on pourrait te répondre à coups de LBD dans la rue. T'as vu, y a quand même quelques ressemblances. J'aimerais qu'on s'embrasse ensemble, mais là on s'embrase ensemble. Franchement c'est malsain, c'est politique mené contre les masses à coups de massue. Quand est-ce qu'on agrandit nos âmes? T'as la réponse? Pas sûr. En attendant, j'essaye de faire ma part. L'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que l'on fera. Pensons aux militants vaillants que l'histoire épousa. Ces faits l'on vilipende la France, en retour aimons-la. Car on s'est fourvoyé avec des fausses croyances. On est des fauves enfermés qui ne cessent de tournoyer, accusant la malchance. Mais la liberté viendra de l'amour et la confiance envers nous-mêmes. Sinon ce sera la même cadence. L'enfer est pavé de bonnes intentions et le capital aspire tout. Fais attention aux manipulations, elles peuvent être partout. L'oligarchie mondialiste s'affuble de vertu. Ils te parlent d'humanisme, de bien-être, de verdure. Ils souhaitent que tu aies les yeux fermés sous la couverture, que tu sois perdu, perclus, afin que leurs plans prennent de l'ampleur et qu'ils perdurent. Garde en tête que la démocratie, ça se mérite. C'est un cadeau fragile duquel on hérite. Si tu n'en prends pas soin, elle devient stérile. Si tu n'es pas vigilant, c'est à tes risques et périls. Car ils veulent que tu rentres dans le rang, que tu sois rentable, que tu rampes. Jusqu'à en oublier comment tu te tenais debout. Les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux.